Avant de commencer, je veux excuser Charlotte Carato et Fabrice Bigot, qui sont docteurs en archéologie et qui sont responsables de recherche et d'opérations dans la société Mosaïque Archéologie, donc avec qui on travaille depuis plus de 20 ans maintenant, donc qui ont amplement contribué à cette communication. Remercier également Jean-Pierre Brun pour son invitation et puis lui faire encore une fois lui dire toute notre amitié et notre estime, et puis lui dire aussi combien ces travaux ont guidé nos pas et ont été un puissant stimulant pour lancer des programmes de recherche concernant le vin, mais pas seulement, puisque on a aussi beaucoup travaillé sur l'oléiculture en Bétique le long du Guadalquivir. Alors, depuis les synthèses sur la viticulture de Narbonnaise parues au début des années 2000, il y a maintenant un peu plus de 20 ans, les recherches se sont multipliées. D'abord par le biais des fouilles archéologiques programmées ou préventives, mais aussi grâce aux fouilles subaquatiques de Luquelon en Arles. La soutenance de thèses consacrées à divers aspects des problématiques liées au vin a également renouvelé de manière approfondie la problématique de la production d'amphores et a mis sur la table une synthèse de la question du dolium. Enfin, la pluridisciplinarité s'est fortement développée avec le recours systématique à l'anthracologie, à la carpologie, l'étude des graines, aux analyses physico-chimiques et archéomagnétiques et à la prospection géophysique. On peut dire aujourd'hui donc que le niveau d'analyse, le niveau de la façon que nous avons d'appréhender donc la production vinicole de la Narbonnaise pendant le Haut-Empire en particulier est aujourd'hui importante. Mais cependant, on est toujours dans l'incapacité d'évaluer précisément les volumes de vin produits, puisque le thème du colloque, c'est justement cette production à grande échelle, parce qu'on ne dispose pas de données archéologiques suffisamment précises, et que l'archéologie est par définition incomplète, puisqu'elle n'étudie que des vestiges. Donc notre présentation va chercher à mettre en relief et à confronter un certain nombre d'observations qui illustrent ce phénomène économique majeur qui est celui du développement de la viticulture en Gaule narbonnaise. Donc on peut dire aujourd'hui, on connaît environ 120 établissements ruraux et villas ayant livré des installations de production vinicole et qui ont fait l'objet de fouilles, plus ou moins étendues. La carte de ces sites donne une bonne idée de leur répartition dans l'espace et de la dynamique chronologique et spatiale de cette activité. Elle est cependant incomplète car au nord de Valence, comme cela a été souligné notamment par Fanette Lobenheimer, au nord de Valence, chez les Allobroges, les installations en matériaux périssables, donc les chais à tonneaux et les pressoirs également en bois, n'ont pas laissé de traces, ou en tout cas nous n'en avons pas de traces. Alors si l'on couple cette carte des établissements du Haut-Empire, donc connus par la fouille, qui ont produit du vin, avec la carte de répartition des ateliers d'amphores, que vous avez montré, Fanette, mais qu'on a depuis 2013 très largement complété. On prend alors la mesure de l'importance de la viticulture provinciale, qui a concerné toute la frange méridionale et probablement une grande partie du couloir rhodanien. On va y revenir. Alors l'accroissement du nombre d'établissements vinicoles est bien perceptible à travers ces trois cartes chronologiques, mais l'information est incomplète, car il s'agit avant tout d'une carte des interventions archéologiques, surtout préventives, réalisées en 4 décennies sur les zones les plus peuplées du quart sud-est de la France. Donc c'est quand même une tendance lourde où on voit que effectivement on a un pic entre les années 50 et on va dire le début du IIIe siècle, et ce pic qu'on voit sur les résultats des fouilles archéologiques, il est également décelable à travers les résultats des programmes de prospection donc, qui sont réalisés dans cette région, puisque nous avons la chance, dans le sud de la Narbonnaise, de disposer d'une lecture au sol très, très facile. C'est dû évidemment à l'importance de la vigne, très facile à prospecter par rapport aux champs de culture annuels qu'on peut avoir dans d'autres régions. Mais en revanche, on n'a pas de photographie aérienne qui puisse révéler des vestiges. Alors justement, il faut compléter, grâce à ces prospections, les données livrées par les fouilles archéologiques, parce que ces enquêtes, qui sont réalisées à l'échelle d'une micro-région ou d'une vallée, peuvent évidemment compléter, éclairer et donnent une focale un petit peu différente qui
confirme de toute façon que la viticulture était très présente. Alors on a donc des données de prospection de surface qui mettent en évidence la présence de chais à Dolia. On va voir ce que c'est. Les Dolias ce sont des grandes jarres vinicoles en terre cuite et des restes de bassins construits en béton de tuileaux, comme ici sur la villa de la Vérune à Néfiès, dans la région de Béziers, où la prospection permet de proposer donc des répartitions de mobilier qui illustrent le développement d'une villa et la répartition par zone à fonction spécialisée des vestiges. Donc là, on voit bien le chai, on voit bien les thermes apparaître à travers la répartition des fragments de marbre. Et lorsque, évidemment, on multiplie ce type d'images, c'est ce que l'on a fait notamment dans la vallée de l'Hérault, mais également dans la région du Var, que Jean-Pierre connaît très très bien, on mesure la place qu'occupe cette viticulture dans l'économie provinciale. Dans la villa de la Vérune, par exemple, qui a été fouillée à la fin du 19e siècle, mais de façon très, très partielle, et dont on savait qu'il y avait un chai, la zone de stockage en dolium, la zone sur laquelle on retrouve les fragments de dolium, en fait, elle occupe une vaste surface de presque 8000 m². Donc on a là des chais très, très importants, qui sont en relation, évidemment, avec la taille très importante de cette grande villa. Alors dans cette petite vallée de la Payne, c'est une petite focale, on a vu des grandes cartes de Narbonnaise, là on va dans la vallée de la Payne, on est à une vingtaine de kilomètres au nord de Béziers. Donc dans cette petite vallée de la Payne, dont l'extrémité aval est traversée par la grande voie reliant la voie domitienne à la grande cité des Rutaines située en Aquitaine, sur les 65 établissements ruraux et villas connus, qui sont dans la zone donc entourée d'un tiers-té rouge, eh bien on observe des restes, des vestiges matériels de la présence d'installations vinicoles. Et dans les vallées voisines, la situation est tout à fait identique. Donc tout ça fait écho aux fouilles, tout ça fait écho aux résultats des enquêtes portant sur les ateliers d'amphores et permet, avec ces deux focales, de montrer cette importance. Alors évidemment, ces établissements ne font pas que du vin, il y a aussi un peu de céréales, il y a de l'élevage. Donc on est dans la polyculture, mais c'est vrai que la viticulture semble constituer l'essentiel de l'activité, en tout cas en termes de revenus. Alors la diversité des établissements vinicoles est mieux appréhendée, comme leur chronologie, en particulier grâce à la systémisation des fouilles stratigraphiques, qui permet de séquencer de manière plus précise les phases d'investissement et de repli en fonction du nombre et de la taille des outils de production. Les volumes de production peuvent être estimés à partir des capacités de stockage des chais vinicoles fouillés, et les variations observées sont importantes, comme vous le voyez, puisqu'elles oscillent entre quelques dizaines d'hectolitres et près de 8000 hectolitres pour la villa de Vareille, par exemple. Donc on a un dense réseau de petites exploitations qui assurait une production constante, principalement entre les années 70 et 150-200 après Jésus-Christ, mais ce volume de production était probablement inférieur à celle des villas, des établissements les plus importants. Et de manière plus anecdotique, on a également des installations urbaines ou périurbaines qui produisent du vin, surtout pour la consommation locale. Donc ce qu'il faut retenir en Narbonnaise, c'est que dans les années entre les années 70 et 150-200 après Jésus-Christ, pratiquement tous les propriétaires ou exploitants agricoles avaient intérêt à produire du vin et que cette fièvre vinicole concerna même les plus petits d'entre eux, comme le montre le nombre élevé de petits chais de 150 à 200 hectolitres. Un hectolitre, c'est 100 litres. Et ça renvoie à des surfaces de vignobles qui sont autour de 5-6 hectares. Alors, donc, dans l'état actuel des recherches, les données disponibles indiquent que la production vinicole était principalement assurée par des ensembles domaniaux de type villa, couvrant entre 5000 m² et 2 hectares, en nombre comme en volume global de production. De façon manifeste, il semble que le démarrage d'une production vinicole de rapport en Narbonnaise autour du changement d'air soit le fait de grands établissements domaniaux, à l'exemple de la villa de Saint-Bézard, dont les chais avaient une capacité d'environ 4000 hectolitres au tout début du règne de Tibère, dans les années... à la fin des années 10 après Jésus-Christ. Dans les Bouches-du-Rhône, la villa de Belle-Ombre pouvait appartenir à cette première génération de grands sites de production vinicole. Si évidemment on accepte, comme dans la villa du Mollard, que vous allez voir, de restituer un ensemble productif symétrique, comme c'est figuré sur la dia. Alors sur la douzaine de fermes augustéennes fouillées en Narbonnaise, seules 3 présentent des installations vinicoles, ce qui semble quand même confirmer la place occupée par les grands domaines à cette époque. On a vraiment l'impression que c'est d'abord les grands domaines qui sont moteurs, et il faudrait mieux serrer chronologiquement l'apparition d'un certain nombre de fermes
à l'époque augustéenne, à l'époque des grandes fondations coloniales à Béziers, Narbonne, à Fréjus, à Arles en 1946, et puis également à Valence. Quelques exemples bien documentés et bien datés permettent de démontrer que c'est lors de la construction des grandes villas vinicoles qu'ont été appliqués dès l'époque augustéenne et pendant tout le 1er siècle des principes architecturaux basés sur l'écoulement gravitaire des jus et sur la symétrie des installations de transformation et de stockage. Ces solutions techniques se sont ensuite diffusées dans les campagnes, assurant la dynamique productive de la province jusqu'au IIIe siècle. L'importance des investissements financiers, illustrés par la construction de ces grandes villas, avait pour corollaire d'autres investissements, cette fois-ci orientés vers la création de grands vignobles, et permet aussi de montrer la grande structuration des réseaux commerciaux chargés de l'écoulement de ces grandes quantités de vin. Les découvertes de traces de plantations de vignes permettent d'ailleurs de montrer ce fort développement des vignobles provinciaux. On dispose à présent de plus de 120 occurrences de vignes à l'échelle de la province. Il y a 2 modes de plantation, fosse ou tranchée en rangées parallèles, qui cohabitent, mais on observe tout de même que le type en tranchée est surtout attesté à l'époque julio-claudienne, entre l'époque augustéenne et le milieu les années 60 après Jésus-Christ. Ces vignes sont créées par extension des surfaces agricoles cultivées. Parfois, elles sont gagnées sur des terrains auparavant dépourvus de culture. Mais on voit, notamment à Aix-en-Provence, qu'elles viennent remplacer des cultures annuelles, probablement des céréales, et puis aussi peut-être des pâtures. Au 1er, 2e siècle, la production de vin constitue manifestement une activité très lucrative, avec des retours sur investissement qui semblent rapides et sûrs, ce qui entraîne évidemment une course à la plantation qui est bien observée donc, par le biais de ces données de fouilles. Alors ces parcelles sont comprises entre 1000 m² et plus d'1 hectare, mais la plupart a toutefois une taille inférieure à 4000 m². Le nombre de fosses ou de tranchées permet d'estimer la densité de pieds de vigne à l'hectare pendant le Haut-Empire. Elle est comprise en Narbonnaise entre 3000 et 13 000 pieds. Chiffre qui renvoie à l'adaptation des vignobles aux qualités des sols et aux cépages, les fameux terroirs. Mais peut-être aussi à la pratique du complant, c'est-à-dire qu'il y a peut-être de la vigne avec, entre les rangs de vigne, autre chose, légumineuses, plantes fourragères ou céréales. Les témoignages relatifs aux vignes sur échalas sont encore assez inexistants. Et quelques exemples, comme ici, donc, sur cette fouille à Moguio, donc la fonte de Moguio, permettent de montrer tout de même que lorsqu'ils sont mis en évidence, il s'agit d'espaces assez réduits, peut-être associés à des aménagements horticoles limités. Alors, quels cépages étaient cultivés dans l'Antiquité ? On a maintes fois abordé cette question dans les communications précédentes. Cette problématique est au cœur de travaux dirigés par Laurent Bouby, qui a coordonné un important programme financé par l'Agence nationale de la recherche et qui a principalement concerné l'actuel Languedoc. La multiplication des fouilles depuis une trentaine d'années a permis de collecter des séries de pépins carbonisés ou gorgés d'eau. Les plus abondantes séries et les mieux conservées proviennent des puits où l'absence de lumière et d'oxygène, ainsi que le caractère humide, assurent des conditions de conservation optimales, permettant à la fois des études morphométriques très précises, car les pépins non brûlés ne présentent pas de déformation, mais aussi à présent des analyses ADN. Dans tous les ensembles, la vigne sauvage est bien attestée en association avec une dizaine de cépages, parmi lesquels la mondeuse blanche est bien représentée, ainsi que le cépage rouge merlot. La clairette, qu'il est tentant d'identifier avec l'aminum, c'est mon hypothèse, attestée dans la cité de Béziers, est également bien représentée. Donc on retrouve des types qu'on connaît évidemment aujourd'hui. La mondeuse, elle a migré vers le nord-est, vers le domaine alpin, la Haute-Savoie. Et donc aujourd'hui, l'enjeu est de mesurer par l'ADN quelle est la filiation avec évidemment les cépages, quelles sont les filiations avec les cépages actuels. Alors le corpus de marques peintes sur amphore vinaire s'est considérablement enrichi depuis la synthèse de Fanette-Lobenheimer en 2004 et je ne vais pas m'étendre dessus. Et on va parler maintenant des dolias. Les dolias, ce sont ces grandes jarres donc, qui servent à la vinification, qui sont vraiment des instruments de production tout à fait essentiels, dont l'importance est bien mise en évidence par les plans des établissements vinicoles, et les chais en particulier,
puisque c'est la base de la production de vin dans cette région donc qui borde la Méditerranée, hein. Donc là, on va parler essentiellement de la frange méridionale de la province. Alors, cette problématique du dolium, elle était assez ignorée dans les recherches antérieures aux années 2000, et elle a bénéficié de la découverte et de la fouille en 2006 d'un atelier de type italianisant, donc à Saint-Bézard, à Aspiran. Cet atelier a été fondé par Quintus Iulius Priscus, probablement originaire de la baie de Naples. Et cet atelier de type italique, il a produit une grande diversité d'objets. Les dolias ont été cuits dans des fours de grande dimension, possédant 4 couloirs de chauffe et équipés d'un type très spécifique de sol. Une thèse soutenue en 2014 et publiée en 2017 par Charlotte Caretto a été consacrée à ce sujet, a permis des avancées marquantes concernant cet élément central de la viticulture méditerranéenne antique. À partir du début du 1er siècle, les ateliers ont dû faire face à une demande exponentielle en dolium, dont la fabrication demande un grand savoir-faire et des structures de cuisson adaptées. On connaissait déjà des séries produites dans la région de Béziers, donc à l'âge du fer et au 2e et 1er siècle avant, mais ces dolias étaient peu exportés. Et donc, évidemment, à partir de la période augustienne, on va changer d'échelle avec la multiplication de ces établissements ruraux. La standardisation des formes de ces conteneurs observée durant le Haut-Empire en Narbonnaise atteste d'une volonté d'accélération des processus de fabrication et donc d'une recherche de productivité qui est absolument indéniable. Les dolias de Narbonnaise atteignent en effet très grande capacité de contenance, autour de 20 hectolitres et jusqu'à 25 hectolitres, 2500 litres tout de même, et parfois même au-delà, dépassant de loin celles de leurs homologues italiens et hispaniques. La prise en compte des caractéristiques visuelles des pâtes et des études archéométriques réalisées sur les dolias du Haut-Empire attestent de la cohabitation d'ateliers à diffusion locale ou régionale et d'un grand atelier dont la diffusion touche toute la vallée du Rhône et atteint Marseille et Béziers. L'étude pétrologique de ce dernier groupe indique qu'il est localisé dans la basse vallée de la Drôme, non loin de sa confluence avec le Rhône, au sud de Valence. Cette proximité de la principale artère fluviale de Narbonnaise explique l'implantation de ce centre de production dont les besoins en matières premières étaient sans doute très élevés et qui avait besoin de coûts de commercialisation les plus bas pour la vente des lourds dolias. Donc évidemment, la voie fluviale est ici privilégiée. Au début des années 40, par exemple, les 350 dolias installés dans la villa de Vareille, donc qui se situe à plus de 250 km, elle est ici la villa de Vareille, donc à l'ouest, proviennent tous de cet atelier drômois. Donc évidemment, ça pose un certain nombre de questions concernant les aspects économiques à la fois de cette production et de son transport. Donc voilà le cheminement emprunté par ces dolias, voie fluviale, probablement cabotage jusqu'à Agde, remontée du fleuve Hérault dans des embarcations, et puis déchargement au port des Fraises à côté de la villa, et là il y a encore 2 km à faire, donc dans des charrettes, et ça laisse imaginer évidemment le coût du transport. Et évidemment, si on a acheté des dolias aussi loin, c'est que leur coût de production était probablement très compétitif et que le coût de commercialisation a été absorbé par ce coût de production très compétitif. Alors, l'existence de 3 grands ateliers provinciaux, dont celui que je viens de vous parler, n'efface pas pour autant l'existence de plus petits centres de production. La focale sur la zone située entre la vallée de l'Hérault et Béziers est riche d'enseignements grâce à la prise en compte systématique de la pâte des dolias trouvée en fouille ou en prospection depuis 30 ans. Les ateliers les plus anciens sont ceux de Caux et de Saint-Saturnin, qui sont de tradition italique. Le premier récemment découvert appartient à Status Betutius, dont le nom apparaît également sur des tuiles et dont l'atelier produisait aussi des dolias et des céramiques culinaires de tradition italique. Le second était déjà connu pour sa production de sigillés du tout début du 1er siècle. Aspirant puis Néfiès, donc là il y a Aspirant, le troisième, Néfiès. Donc Aspirant puis Néfiès sont actifs dans la première moitié du 1er siècle et la diffusion de leurs dolias est locale, étant attestée dans un rayon d'une dizaine de kilomètres. Il est probable qu'à cette époque, et même avant, au 1er siècle avant Jésus-Christ, existait un important atelier sur la Cora d'Agde hellénistique qui diffusait dans l'interfluve Hérault-Orbe et au-delà. Dans les années 40 apparaissent un certain nombre d'autres ateliers qui présentent tous une pâte à dégraissant volcanique et leur diffusion est locale. Donc on voit de façon concurrentielle avec l'atelier de la zone Drôme-Rhône, on voit apparaître et se développer ces petits ateliers locaux
Ce qui veut dire qu'on est sur un modèle de développement de toute façon très dynamique, où en fait il y a une grande diversité de tailles, de diffusion, et tout ça renvoie évidemment à une économie foisonnante, probablement, avec donc des ateliers qui répondent à des demandes spécifiques, et tout ça est bien le signe d'une viticulture qui est en très très bonne santé. Alors l'ensemble de ces données, le nombre d'exploitations vinicoles, les capacités de stockage et leur chronologie, offrent un outil d'analyse précis pour mesurer la dynamique de cette production vinicole sur plus de 5 siècles à partir des capacités de stockage. La chronologie établie se divise ainsi en 4 étapes. La première correspond à la création autour du changement d'ère, puis à la montée en puissance des installations vinicoles de la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. À partir des années 50-70, on observe une multiplication du nombre des établissements vinicoles et l'augmentation des capacités de stockage d'établissements déjà existants. La seconde phase correspond au floroïde, une sorte de palier de la viticulture provinciale daté du courant du IIe siècle, qui bénéficie donc des forts investissements antérieurs, tout en montrant les premiers signes de crise, avec à la fois le déclin de certains sites vers la fin du IIe siècle et surtout le ralentissement des investissements. Par exemple, le nombre de nouveaux établissements créés au IIe siècle est divisé par 4 par rapport à la fin du siècle précédent. Donc on voit un tassement, on est dans un monde plein, du vignoble, il y en a probablement partout, et donc on arrive évidemment à un palier, et il y a une décrue qui va s'amorcer, c'est la troisième phase, et c'est ce déclin de la production vinicole de masse, il est visible à partir du début du IIIe siècle, et il est marqué par une chute très nette du nombre d'exploitations en activité et de fait des capacités de stockage. Les quantités produites restent néanmoins significatives. Quand même, la province alimente encore le grand commerce, comme le montrent par ailleurs les données sur les ateliers d'amphores et la diffusion de ces amphores du IIIe siècle. Après le milieu du IVe siècle, on mesure mal les volumes produits, car le tonneau semble remplacer, il est connu depuis le 1er siècle, mais là il semble vraiment remplacer de façon très affirmé donc le dolium, et donc on voit que le nombre et la taille des exploitations fouillées laissent peu de doute sur le déclin réel de l'économie vinicole. On vient de réaliser les inventaires à l'échelle de toute la province. Aujourd'hui, on connaît 25 sites de production vinicole datés des 4e et 5e siècles. C'est assez peu par rapport aux 120 qu'on connaissait pour le Haut-Empire, une durée à peu près semblable. Donc c'est quand même révélateur, même si évidemment le tonneau masque beaucoup de choses. Le problème l'aspect putrescible de ce contenant ne permet pas d'être assuré d'identifier l'ensemble des exploitations, mais on a quand même des données sur les bassins, notamment les bassins vinicoles qui continuent à être construits en béton de Tuileau. Et là, c'est vrai qu'il y a une chute assez importante. Alors, cette chute observée au IIIe siècle, elle est le fait aussi de la concurrence d'autres provinces, je pense notamment à l'Afrique du Nord, et puis au développement, comme l'avait bien montré Jean-Pierre, du vignoble dans le nord des Gaules, et notamment dans la vallée de la Moselle, mais ailleurs. Et donc évidemment, ce vignoble de Narbonnaise, il subit la concurrence de l'essor de ces nouveaux vins, et puis surtout le succès rencontré par ces vins, en tout cas les vins d'Afrique du Nord, qui paraissent exotiques pour les consommateurs. Alors les recherches menées sur les ateliers d'amphores ont largement renouvelé notre vision de l'organisation du commerce et des flux commerciaux des vins de Narbonnaise. En 1985, Fanette Lobenheimer comptabilisait 35 ateliers. En 2000, leur nombre était de 55. Plus de 20 ans après, on en connaît désormais plus de 130 et ce total augmente chaque année. Voilà, donc les nouveaux ateliers. Donc ça s'est densifié et puis ça s'est également fortement développé dans des régions pour lesquelles on ne connaissait pas grand-chose. Alors, de point de vue chronologique, le nombre d'ateliers connus croît de façon rapide entre l'époque augustienne et le milieu du IIe siècle. Il décroît ensuite à partir de la seconde moitié de ce siècle. Certaines zones voient se densifier nettement le nombre d'ateliers. Basse-Provence, notamment autour de Toulon. Zone d'Arles et vallée de la Cèze, donc dans le nord du Gard. Et puis évidemment la zone de Narbonne-Latte, donc principalement la cité de Béziers. Alors des ateliers commencent à apparaître, Fanette en a parlé tout à l'heure, chez les Allobroges et les Elviens,
puisqu'on a l'atelier d'Alba, on a l'atelier bien connu d'Aoste depuis les années 1980, mais on sait désormais qu'on a une production de Gauloise 3 à Annecy, et puis probablement également autour de Valence, et une production qui n'est pas très connue, mais qui concerne aussi la ville de Vienne. Donc les vins des allobroges commercialisés dans des grandes cruches à 2 anses, qu'on appelle aussi des amphorettes ou des amphores gauloises, commencent doucement à apparaître, et donc ça va permettre peut-être de mieux connaître la diffusion de ces vins, essentiellement diffusés donc en tonneau. Et puis on a également l'apparition d'ateliers donc à l'ouest de la Narbonnaise, donc dans la région d'Albi, et puis également donc dans la partie située le long de la voie d'Aquitaine, autour de l'Orabuc. Les études réalisées sur les ateliers dans les lieux de consommation démontrent par ailleurs la place centrale des ateliers périurbains et surtout portuaires. C'est la thèse de Fabrice Bigot. Les analyses physico-chimiques réalisées au laboratoire de céramologie de Lyon, donc par Anne Schmidt et Fanette Lobenheimer, permettent l'attribution des amphores retrouvés sur les sites de consommation à 2 ateliers ou zones de production, illustrant ainsi que plus de 40% des amphores de la basse vallée du Rhône exportés à longue distance proviennent des ateliers de Trinquetaille sur la rive droite du Rhône, donc à Arles, alors que moins d'un quart proviennent des ateliers ruraux des secteurs de Beaucaire, par exemple. Saint-Just, d'Ardèche, Saint-Cécile-les-Vignes et Sauveterre. Donc on voit que ces ateliers, qui n'étaient pas connus il y a encore quelques années, occupent une place prépondérante dans ce commerce du vin, et ça permet d'illustrer l'importance et la puissance d'Arles, en tant que d'abord une colonie romaine fondée en 1946, mais ce qui est surtout une place forte du commerce des vins de Narbonnaise, par où transitent également tous les vins de Méditerranée qui vont donc être dirigés vers Lyon, vers les Gaules et les Germanies. Alors il convient, à la lumière également de ces enquêtes sur les ateliers, de relativiser donc le déclin du commerce du vin de Narbonnaise en amphore au IIIe siècle. La diminution du nombre d'officines à la fin du IIe siècle est bien évidemment incontestable, mais les centres de production périurbains restent dynamiques. Et malheureusement, c'est ceux qu'on connaît le plus mal à cause de l'urbanisation, notamment à Arles, mais également à Marseille et à Toulon. Et ça, c'est des données extrêmement intéressantes, parce que vraiment, Marseille a une production assez importante d'amphores au IIIe siècle. Et puis on a des zones plus rurales comme la vallée de l'Hérault, le littoral entre Marseille et Toulon, ainsi que la basse vallée du Rhône, qui commencent également à livrer des installations donc, du IIIe siècle, qui sont bien représentées par toute une série de timbres diffusés dans la partie occidentale de l'Empire. Alors 12 ateliers ont bénéficié de fouilles programmées ou préventives, sur lesquelles ont été réalisés des prélèvements archéomagnétiques qui calent la chronologie de la dernière utilisation de chaque four. Ces données traitées dans le logiciel chronomodèle de Philippe Lanos permettent un phasage précis de chaque atelier qui permet de donner le nombre de fours en activité pour chaque période, les types de production et la typologie des amphores produites. Donc vous voyez, pour chaque site, on est capable de donner un peu sa carte d'identité, l'exemple de ce graphique. Et ça permet ensuite de comparer les ateliers, les uns par rapport aux autres, et puis surtout, ça va permettre, grâce à ce qui a été mis en évidence, ce qui a été appliqué à Salles-Eldaude, donc sur cette fouille qui a été dirigée par Fanette Lobenheimer pendant plus de 20 ans. Donc grâce à ces plans de four, grâce au fait qu'on leur attribue des rythmes de cuisson, on est capable de préciser par année combien chaque four peut faire de cuisson, on estime dans une fourchette à peu près correcte donc le volume de production de chaque four. Tout ça permet évidemment de la modélisation, et on voit notamment apparaître une augmentation progressive des capacités de cuisson des fours à amphores qui vont atteindre jusque dans la première moitié du IIe siècle des volumes de production supérieurs parfois à 100 mètres cubes par cuisson. Donc là, on est en phase avec ce qu'on observe sur les établissements ruraux, l'augmentation de la taille des chais, la multiplication du nombre d'établissements. On voit qu'il y a une recherche de production d'amphores de plus en plus importante, de plus en plus efficace. Ça suit également ce qu'on observe sur les dolias, et donc on est vraiment dans une phase dynamique, encore jusqu'à la seconde moitié du IIe siècle. Et ce travail de normalisation de la fouille et de la description des fours permet à présent aussi donc les estimations du nombre d'amphores produites annuellement par four et par atelier, et on arrive à confronter des modes de restitution qui privilégient le chargement étagé avec des tégulés, et on fait des restitutions 3D
Et on obtient grâce à ça des chiffres qui peuvent être discutés, voire contestés, mais en tout cas, ces chiffres offrent un cadre de discussion, de réflexion, et finalement, c'est quand même... l'archéologie a encore beaucoup à espérer des échanges et des confrontations de points de vue. Alors, à titre d'exemple, on a proposé par exemple pour le four 7 de l'atelier de Saint-Bézard, qui est associé à la grande villa de 4000 hectolitres dont vous avez vu le plan. Donc, cette modélisation, on pense que ce four permet chaque année de produire 4800 amphores gauloises 4 de 30 à 32 litres, soit un total de 1500 hectolitres. Alors si l'on considère qu'un hectare de vigne donnait en moyenne 30 hectolitres de vin par an, la surface plantée correspondante à cette capacité de production en amphores aurait été d'une 50aine d'hectares. Ce chiffre de production d'amphores est quand même assez bas si l'on compare avec la capacité de stockage de la villa, qui était à l'époque de 4000 à 4500 hectolitres. Et pour contenir le vin stocké dans les chais voisins, il faudrait 2 autres fours de capacité à peu près semblables. On ne les a pas trouvés, pourtant la fouille a été extensive. Et donc ce qui conduit à envisager que peut-être on se procurait ailleurs les amphores manquantes, par exemple en les achetant dans un ou plusieurs ateliers proches, comme à Soumaltre ou à l'Estagnola. On a 2 ateliers qui sont situés à 2 km. Et peut-être que la villa s'approvisionnait donc dans ces 2 ateliers. Alors, cette petite focale, cette étude microéconomique, elle permet simplement de montrer que quand on est à l'échelle d'un terroir, on doit considérer que les modèles que nous allons, les modèles explicatifs que nous allons mettre en œuvre pour mettre en relation et faire fonctionner tous ces sites sont, il faut être très ouvert et il faut considérer qu'il y a des flux financiers qui circulent. On ne connaît pas le statut juridique des ateliers, des villas, on ne sait pas à qui elles appartiennent, sauf à de rares exceptions. Donc ces modèles sont encore à mieux définir et il faudra arriver à mieux qualifier et quantifier ces modes de production donc qui concernent évidemment un secteur d'activité majeur de la Gaule narbonnaise. Alors cette montée en puissance et cet essor de ce vignoble, il se caractérise aussi à travers la typologie des amphores, qui a été brillamment, pour les amphores gauloises à fond plat, donc qui a été brillamment construite dans les années 80 par Farfanet Lobenheimer, et qu'on peut compléter évidemment par des typologies espagnoles et puis la typologie de Dressel pour les modèles les plus anciens. Et on voit comment ce vignoble de Narbonnaise s'adapte. Et on est d'abord dans une production où on a à la fois des imitations d'amphores italiennes ou espagnoles, donc des amphores qui transportent des vins qui sont des vins à succès, l'apparition d'amphores à fond plat qui sont de tradition régionale. L'amphore à fond plat, c'est probablement originaire de Marseille. On va ensuite, dans une phase postérieure, donc entre les années 20-40 et les années 50-60, on va voir se renforcer ce modèle avec encore quelques imitations d'amphores, mais surtout des amphores à fond plat en nombre d'amphores produites. Et puis on va arriver dans les années 60-70, donc à la mise sur le marché, en tout cas pour la partie occidentale de la Narbonnaise, parce que la Provence, il faut ajouter à la gauloise 4 et à la gauloise 2, la gauloise 5, dont Fanette vous a montré quelques exemples tout à l'heure. Donc on voit se resserrer la typologie des amphores, et ces amphores sont désormais les ambassadrices de ce vin de Narbonnaise, avec ces gauloises 4 qui sont exportées jusqu'en Inde, jusqu'au Soudan, jusqu'au Maroc, qui sont bien diffusées autour des sites de la Méditerranée. La gauloise 1, qui est essentiellement une amphore à diffusion régionale, et puis la gauloise 2, dont on ne savait pas trop quoi faire jusqu'à quelques années, en tout cas pour sa production tardive. Et donc on voit aujourd'hui que c'est probablement une amphore qui est destinée à la commercialisation de vins peut-être entre guillemets plus prestigieux. Cette amphore, elle est déclinée en plusieurs modules. On la voit de façon systématique dans les dépotoirs d'Arles, donc des dépotoirs postérieurs aux années 70. Et finalement, cette gauloise 2, qui a été inventée à Marseille dans les années 40-30 avant Jésus-Christ, elle est encore bien produite au IIIe siècle et elle accompagne donc les gauloises 4 autour de la Méditerranée et puis la gauloise 1 donc dans les régions gauloises. Alors les analyses physico-chimiques réalisées sur les sites de consommation de l'Occident romain, les marques-peintes que vous a montré Fanette, et surtout la carte de répartition des timbres des amphores de Narbonnaise
qui ont fait l'objet d'une thèse par Séverine Corbel, montrent qu'existaient 3 zones de production ayant chacune leur marché. La Basse-Provence exporte en direction de l'Italie et de Rome, la Basse-Vallée du Rhône avec Arles en direction de Lyon et de la Méditerranée, et la Narbonnaise occidentale, qui est quand même aujourd'hui la plus mal connue du point de vue commercial, probablement vers les Hispaniers, la partie occidentale de l'Afrique du Nord, et dans une moindre mesure vers Rome et l'Orient. Des flux plus continentaux en direction des arrière-pays sont également attestés, et ils utilisent le réseau des voies terrestres, en particulier les pénétrantes qui se dirigent vers le Massif central et l'Aquitaine. Donc ce que l'on peut dire sur cette production de Narbonnaise, c'est qu'elle est évidemment massive, qu'elle est aujourd'hui bien documentée, mais qui est suspendue au-dessus de notre tête une épée de Damoclès qui s'appelle le tonneau. Épée de Damoclès, moi j'ai tendance un peu à écarter, mais la découverte de Londres est venue nous rappeler que les tonneaux sont bien présents. Alors il y a un débat sur la chronologie d'après ce que j'ai compris, puisque on nous avait parlé du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Fanette a évoqué la seconde moitié du 1er siècle. Et puis, j'ai observé qu'André était peut-être un peu plus prudent, peut-être qu'il n'excluait pas une datation plus récente, puisque l'apparition et le développement de ce mode de transport et de stockage et d'élevage du vin fait encore un petit peu débat. Et évidemment, on a là un élément qui pourrait permettre de nuancer certaines de nos conclusions, enfin en tout cas des miennes, celles de Charlotte et de Fabrice. Mais quoi qu'il en soit, il faut bien comprendre que cette Gaule narbonnaise, elle a un vignoble très étendu, très important en volume, avec, Fanette l'a montré, des vins de qualité. Mais finalement, c'est aussi sa position géographique qui explique cette réussite, puisqu'elle est à la convergence du monde méditerranéen, du monde atlantique, et également du monde plus continental, donc des Germanies, et puis des parties plus au nord, donc des Gaules, et sans oublier évidemment la province de Bretagne, où ces amphores gauloises de Narbonnaise sont bien attestées. Donc c'est aussi cette position, un climat méditerranéen, une forte présence italienne, et puis des transferts de capitaux et de moyens techniques. Ça c'est quelque chose qu'a bien montré Jean-Pierre à travers notamment les pressoirs, mais également les moulins hydrauliques et d'autres progrès enregistrés dans des techniques de construction, qui indiquent qu'on est dans une région charnière et que donc il n'y a rien de très étonnant à ce que ce vignoble se soit développé donc, pendant le Haut-Empire et puis peut-être bien au-delà, au moins jusqu'à la fin du IIIe siècle. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis s'il y a des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.